Bien, rebonjour. Bon, alors, après avoir bouclé la partie de formalisme mathématique qui n'est qu'un outil pour faire les calculs, nous allons maintenant véritablement aborder la partie physique. Non seulement c'est la partie physique, mais c'est aussi les fondements, ce qu'on appelle les fondements de la physique quantique, le ossus de la physique quantique. Ce sont vraiment les piliers sur lesquels est basée toute la théorie de la physique quantique. Autrement dit, le cours qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement, après ça, on aura terminé en principe la physique quantique. Le reste, ce sera que des applications. Que des applications. Mais tout le cours, il est fondé sur ce qu'on appelle ici les postulats, que nous avons déjà introduits d'une manière indirecte. Alors le premier postulat, le premier 1.1, c'est que nous l'avons déjà introduit, c'est le premier avec lequel nous avons commencé comme introduction, c'est que l'état d'un système, l'état d'un système est décrit par un quête psi, un quête psi appartenant à l'espace des états. L'état d'un système, l'état est entièrement décrit par la donnée du quête psi du système. Quand on dit qu'il est décrit, ça veut dire que le quête psi contient toutes les informations nécessaires sur le système que vous avez, une particule ou un ensemble de particules, etc. Donc l'état, il est décrit, je vous rappelle, en physique classique, l'état, il est décrit par la donnée des grandeurs x de t et v de t. Là, en physique quantique, l'état, il est décrit donc par un quête psi appartenant à l'espace des états. Et bien entendu, on exige de ce psi à ce qu'il soit linéairement superposable. D'ailleurs, le premier postulat, c'est tout simplement le principe de superposition. Le deuxième, ça c'est donc le premier postulat, c'est pour la description de l'état. Deuxième postulat, c'est la description de la grandeur physique. Alors, l'état d'un système donc est décrit à toute grandeur physique, à toute grandeur physique mesurable, à, on associe un opérateur, on associe un observable, tout simplement c'est la description de la mesure, on associe tout simplement associé un opérateur linéaire A, on associe un opérateur linéaire A qui agit dans E et qui est inobservable. Alors je vous rappelle que le premier postulat, donc l'état il est décrit par enquête. La grandeur physique qu'on va mesurer, la grandeur physique c'est la position, c'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est qu'on va mesurer, donc il est décrit par un opérateur qui est linéaire et en fait il est décrit par un observable. Et je vous rappelle, entre parenthèses, lorsque nous avons travaillé avec Px dans la base R, Px, on lui a associé l'opérateur moins h sur d sur dx. Ça, c'est une impulsion suivant la dimension x, et on lui a associé tout simplement l'opérateur moins h bar d sur dx. Et à P en vecteur, c'est tout simplement moins h bar nabla. Il ne faut pas croire, donc P dans la base R, et voilà, donc ça c'est le deuxième postulat, c'est un opérateur qui est inobservable. Alors qu'est-ce que c'est qu'un observable? Je vous rappelle, un observable, c'est tout simplement un opérateur linéaire tel que les vecteurs propres forment une base. Alors, à ce stade ici, on peut déjà faire une remarque fondamentale entre une comparaison entre la physique classique et la physique quantique. Pour la physique classique, pour connaître l'état, il faut connaître les grandeurs. Donc systématiquement, si on veut connaître l'état, il faut connaître les grandeurs. En physique quantique, c'est totalement différent. L'état, il est décrit par une fonction d'onde, par un quête psi, et la grandeur, il est décrite par un inobservable. Donc ça n'a rien à voir. Alors que pour la physique classique, la connaissance de l'état,
suppose qu'on connaît les grandeurs. Là, c'est totalement différent. Donc, le premier postulat, on l'a décrit. Le deuxième, grandeur. Maintenant, quand je mesure A, c'est le troisième postulat, c'est les prédictions, c'est les mesures, quand on mesure. Alors, une mesure en grandeur, c'est le troisième postulat, c'est la mesure. La mesure de A, si dans la mesure de A, pour un système dans un état psi, hein, pour dire la mesure de A, dans un état psi, tel que, bon, vous avez A de UNI égale à AN de UNI. I, c'est l'indice de dégénérescence de 1 jusqu'à Gn. AN, c'est la valeur propre. Et UNI, ce sont les vecteurs propres de A associés à la valeur propre AN. Alors, la mesure de A ne peut donner que certaines valeurs propres. Ne peut donner comme résultat que des valeurs, ne peut donner comme résultat que des valeurs propres. Que des valeurs propres. Certaines des valeurs propres. Alors, l'état d'un système est décrit par enquête psi. Lorsque je mesure une grandeur A, qui est inobservable, il est décrite par inobservable, ce qu'on peut trouver, c'est tout simplement les valeurs propres. A de UN. Donc, les valeurs propres de A, ce qui sont tout simplement les valeurs propres de A. Alors, ça, c'est donc le troisième postulat. Donc, le premier, c'est la description de l'état. Le deuxième, c'est la grandeur physique, on lui associe inobservable. Le troisième postulat, lorsque je mesure A dans un état psi donné, ce que je peux trouver, ce sont tout simplement les valeurs propres. Maintenant, le quatrième postulat, et ça on le sait depuis le départ, c'est que le quatrième postulat, c'est lorsque je mesure, on sait que la physique quantique, dès le départ, elle est probabiliste. Alors, le quatrième postulat, c'est justement les prédictions de la mesure. C'est lorsqu'on mesure A dans un état psi, alors, la probabilité de trouver AN, de trouver les valeurs propres, alors, pour un système discret, dans un système discret, c'est P de AN égale à somme sur I de 1 jusqu'à G de N de UNI fois psi module de psi au carré. Et pour un système continu, P de alpha, D de alpha, la probabilité de trouver la particule avec alpha dans un domaine alpha, c'est tout simplement V alpha psi module au carré D alpha. Alors, je vais m'attarder juste un tout petit peu ici. Donc, pour un système discret, lorsque je mesure, on trouve les valeurs propres. Les valeurs propres, on va les trouver avec une certaine probabilité. Alors, pour un système discret, alors tout d'abord, il faut regarder ici, psi, elle représente l'état du système avant la mesure, et UN de I, c'est le vecteur propre associé à la valeur propre. Les vecteurs propres, et on somme ici sur la dégénérescence. S'il n'y a pas de dégénérescence, si la valeur propre est non dégénérée, il n'y a pas d'indice I, il n'y a pas de somme sur I. C'est tout simplement, alors c'est donc, psi, c'est l'état qui décrit le système avant la mesure, et UN, c'est les vecteurs propres associés à la valeur propre UN. Bien. Alors, donc on a progressé, on écrit l'état par un système psi, l'état il est décrit
par enquête psi, par une fonction d'onde, qui contient toutes les informations sur le système que vous avez à étudier. La deuxième des choses, c'est qu'une grandeur physique mesurable, on lui associe une observable. Si je mesure cette grandeur physique, ce qu'on obtient, c'est les valeurs propres. Ces valeurs propres, on les obtient sur le quatrième postulat avec une certaine probabilité donnée par cette formule. Et bien entendu, quand on va mesurer, on va perturber le système. Il était décrit par un état. On a fait effectuer la mesure. Donc lorsqu'on effectue la mesure, on perturbe le système. Donc il n'est plus décrit par psi. Il sera décrit par le cinquième postulat. Alors après la mesure, donc on mesure A dans l'état normé. Après la mesure, on va le donner ici la mesure de A dans un état psi, dans les états. Si la mesure de A dans un état psi, alors ici, il faut le marquer ici, la probabilité de trouver les valeurs propres, au psi, là, je vais le marquer, au psi, et l'état normé, supposé normé à l'unité, normé, sinon il faut diviser par la norme. Normé, c'est-à-dire psi égale à 1. Le psi et l'état normé psi égale à 1. Et l'état normé qui décrit le système avant la mesure. Avant la mesure. Maintenant, on a effectué la mesure, donc on a perturbé le système. Il n'est plus décrit par psi. Si la mesure dans un état psi, dans l'état psi, donne A de n, implique l'état du système immédiatement après la mesure. Immédiatement après la mesure. Après la mesure est donnée par psi prime, ce n'est plus psi prime égale à Pn psi sur racine de psi Pn psi, où Pn c'est tout simplement le projecteur sur le sous-espace vectoriel des valeurs propres de la dégénérescence, des vecteurs propres de la dégénérescence. Somme sur i de 1 jusqu'à g de n de UNI. Ça, c'est donc... Alors, et j'insiste ici sur le mot, l'état du système immédiatement après la mesure. Parce qu'on l'a perturbé. Si on l'a perturbé, son état il a changé. Si l'état il est changé, il était décrit par psi, il sera décrit par autre chose. Et si autre chose, c'est psi prime est égal à Pn psi sur racine de psi Pn psi, où Pn c'est le sous-projecteur. Bien entendu, si c'est non dégénéré, il n'y a pas de somme. Si c'est non dégénéré, il n'y a pas de somme. Alors pour terminer donc ces postulats, c'est le dernier postulat, qui est le plus important d'ailleurs, l'évolution dans le temps, l'évolution dans le temps du système, sans apporter aucun système, est régie par l'équation de Schrödinger, est régie par l'équation de Schrödinger, Monsieur Schrödinger, IH bar d sur dt de psi est égal à h de t de psi de t, où h de t est l'observable associé à l'énergie totale. Alors l'énergie totale, s'il y a une particule libre, c'est uniquement l'énergie cinétique.
Une particule dans un potentiel, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Dans un champ électrique, il faut rajouter l'énergie magnétique électrique, ou bien s'il y a un champ magnétique, il faut rajouter les champs. Donc c'est l'énergie totale du système. L'énergie totale du système. Ça dépend du système que vous avez à étudier. Bien. Alors la dernière équation qu'on appelle l'évolution dans le temps, ben, c'est tout simplement elle, donc c'est l'équation fondamentale de la physique quantique. En physique classique, l'équation fondamentale, c'est F égale m gamma. Ici, ce n'est pas F égale m gamma, c'est le ket qui décrit psi, il décrit l'état du système. L'équation à laquelle elle est obéit, c'est l'équation de Schrödinger. Alors, je vous rappelle, ça, c'est l'équation Schrödinger mère. On va voir l'équation Schrödinger fille, on va voir encore jusqu'à les neveux. Bon, alors, on est d'accord? Donc, ça, c'est donc les 6 postulats sur lesquels est basée la physique quantique. Toute la physique quantique, elle est dans ces 6 postulats. Donc, ces 6 postulats, c'est quelque chose que vous devez absolument savoir. Hein? C'est quand vous dites bonjour à une personne, vous n'avez pas à réfléchir. Vous dites pas khair, bonjour. Ben, c'est exactement la même chose ici. Si vous voulez faire de la physique quantique, ben, ces 6 postulats, vous devez absolument les savoir au bout des doigts. Il n'y en a pas plus. Hein? Ce n'est pas quelque chose de très difficile à savoir. Hein? 1, donc, l'état il est décrit par un ket psi. 2, la grandeur il est par une observable A. Troisièmement, lorsqu'on mesure une grandeur, ce qu'on peut trouver, ce sont les valeurs propres. Quatrièmement, on va trouver les valeurs propres avec une certaine probabilité. Et cinquièmement, le système, on l'a perturbé, donc il va subir ce qu'on appelle un saut ou une discontinuité. Et donc, l'état, il va changer, il est donné par le 5e postulat. Et en dernier lieu, c'est-à-dire l'état qui décrit le système psi, ben, il est obéit à cette équation Schrödinger, c'est l'équation fondamentale de la physique quantique. Alors, je répète encore une fois, ce sont les fondements, les piliers. C'est avec ça qu'on va travailler tout le temps, tout le cours de physique quantique et tout ce qui va suivre, c'est en utilisant ces 6 propriétés. Bien entendu, il faut savoir calculer, hein, et si vous avez des produits scalaires à calculer, donc il faut savoir les calculer en utilisant le formalisme mathématique que nous avons étudié. Bon, alors ceci étant dit, maintenant nous allons passer à deuxièmement, donc ça c'était les conséquences et les interprétations. Conséquences et interprétations de ces postulats. On va essayer, dans la mesure du possible, de parler de conséquences et de l'interprétation. Bien. Alors, la première des choses, c'est que 2,1, on va l'appeler 2,1, ensuite 2,2, etc., etc. La première des choses, c'est de savoir, donc, c'est ce que vous avez psi et psi prime E θ fois psi, où θ appartient à R, appartient à l'ensemble R. Alors, a priori, vous allez dire, bah, ça c'est psi, et psi prime, c'est psi qui multiplie une constante. Il y a une relation entre les deux. Alors, ces deux états décrivent le même état physique. Psi et psi prime décrivent le même état physique. Le même état physique. Le même état physique. Alors pourquoi? Alors, vous avez, hein, par exemple, vous avez exponentielle Eθ, c'est pour θ égale à pi. Pour θ égale à pi, Eθ est égal tout simplement à moins 1. Donc vous avez psi et moins psi. Même si on multiplie par un signe moins, ben, on décrit le même état. Pourquoi? Parce que tout simplement, on obtient les mêmes probabilités. Et pourquoi on obtient les mêmes probabilités? Ben, tout simplement parce que la probabilité s'exprime en module au carré. Et le module au carré, tout simplement parce qu'ils ont les mêmes... Alors, car ils décrivent les mêmes états, car on obtient les mêmes... On obtient les mêmes probabilités. Les mêmes probabilités. Alors, par exemple, là, vous avez ça. Alors, par exemple, là, vous avez psi. À quoi est égal psi prime? Psi prime fois psi prime. Ça, c'est psi prime. Alors, psi prime, c'est quoi? Psi prime, c'est exponentielle, c'est psi exponentielle moins Iθ. D'où implique tout simplement, vous avez alors psi prime fois psi prime.
ben, est égal donc à psi fois E moins Iθ fois E plus Eθ fois psi, ben, est égal à psi psi. Donc, que ce soit qu'on prend psi prime fois psi prime, le produit scalaire est égal à psi psi. Et ensuite, les modules au carré, la probabilité se déduit en utilisant ici le module au carré et le module au carré de exponentielle. Et en plus, vous avez E Iθ en module au carré, ben ça c'est égal à 1. Ça et vous avez 1. Alors ça c'est la première remarque qu'il ne faut jamais oublier. Hein. C'est-à-dire que vous avez psi, ou bien vous donnez moins psi, hein, ça c'est exactement la même chose, ça ne change absolument rien. Ils décrivent le même état physique car on obtient les mêmes probabilités. Probabilité totale ou bien probabilité locale. C'est la même chose. Bien. Alors, deuxièmement, c'est valeur moyenne d'inobservable. Premièrement, dans 2, valeur moyenne d'inobservable. Valeur moyenne d'inobservable A. Alors, pour simplifier, je vais prendre un spectre non dégénéré. Un spectre discret pour simplifier, tel que, par exemple, ici, on a A de UN est égal à AN de UN. En prenant ça, si j'ajoute l'indice I ici et là, ça veut dire qu'il est dégénéré. S'il n'y a pas d'indice I, ça veut dire tout simplement, chaque valeur, vous avez A1, vous avez U1, A2, vous avez I2, chaque valeur propre a un seul vecteur propre, à une constante multiplicative près, et donc, je considère tout simplement, en écrivant tel que je viens de le faire, tout simplement que ce sont des valeurs propres non dégénérées, pour simplifier. Donc, je considère un spectre discret et non dégénéré. Alors, lorsque je mesure la grandeur A, ce que j'obtiens, c'est les valeurs propres. Le quatrième postulat, il me dit que vous allez trouver ces valeurs propres avec une certaine probabilité. Or, alors, si le système est dans un état psi, je mesure A, ce qu'on peut trouver, ce sont les AN, avec P de AN, la probabilité P de AN, c'est UN fois psi module au carré. Ça, c'est le quatrième postulat que j'ai marqué dans le cas où c'est non dégénéré. Là, vous l'avez d'une manière générale, dans le postulat. Alors, la même chose, mais au lieu de psi, ici, je change psi et je mets UN. Si par hasard, l'état, il est décrit. Je vous rappelle que psi, c'est l'état qui décrit l'état avant la mesure. UN, c'est le vecteur propre associé à UN. Donc, si psi, c'est UN, la mesure de A donnera AN, est égale à P de AN, c'est UN cette fois-ci, fois UN, module au carré, et comme UN est normé à l'unité, ceci égale à 1. Donc, d'une manière générale, le résultat, les valeurs propres qu'on va obtenir sont probabilistes. Il y a un cas particulier où la probabilité est égale à 1 on est sur P égale à 1, la probabilité est égale à 1, c'est lorsque le système est décrit par l'état propre lui-même. Alors, lorsque le système, il ne faut pas l'oublier, lorsque le système est décrit par son propre vecteur, est décrit avant la mesure, par son propre vecteur, son propre vecteur propre. Alors, dans ce cas particulier, lorsque le système est décrit comme par hasard, ou bien si le système, l'étape psi avant la mesure coïncide avec le vecteur propre, c'est la seule possibilité pour avoir une probabilité égale à 1. Et si P égale à 1, je vous rappelle que la probabilité comprise entre 0 et 1, si P égale à 1, ça veut dire que c'est une mesure qui est sûre. Et quand on dit sûr, seguro, il n'y a pas d'erreur. Alors, bien. D'une manière générale, ça c'est le cas particulier. Cas particulier, psi, ça c'est le cas particulier.
c'est psi égale un, dans ce cas la probabilité. D'une manière générale, les AN sont obtenus, c'est-à-dire les valeurs propres, sont obtenues avec une certaine probabilité. Avec une certaine probabilité. Bien. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la chose suivante. Hein, quelle est la conséquence? C'est-à-dire, je vais mesurer, hein, c'est comme vous avez le domino, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous jetez le dé, est-ce qu'on obtient toujours 1? Ben non. On obtient une fois 1, une fois on obtient 2, on obtient 3. Là, c'est la même chose, puisqu'on est probabiliste. Et donc, alors, ça veut dire que si on refait, donc, implique, si on refait la mesure plusieurs fois, dans les mêmes conditions, Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Regardez très bien, hein, je vous rappelle que ce qu'on obtient, ici, vous avez donc les AN ici, ça c'est les AN, les valeurs propres, ce qu'on mesure, on va obtenir les valeurs propres. La première fois, j'obtiens cette valeur propre. La deuxième fois, si on est sûr de trouver toujours la même valeur propre, je dis bien si, ce n'est pas toujours le cas. Si c'est toujours dans je trouve la même valeur propre, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, voilà ce que j'obtiens. Mais on n'est pas sûr. Les mesures sont probabilistes. Ça veut dire, une fois j'ai cette valeur, une fois j'ai cette valeur, une fois j'ai cette valeur, et voilà ce qu'on obtient. On obtient toute une distribution de valeurs, hein, on dit toute une répartition. On n'obtient pas une seule valeur. On obtient toute une distribution dans la vague. Donc, on est amené à introduire ce qu'on appelle ici, donc ça, c'est la valeur moyenne A, et ça, ici, c'est la largeur, delta A. On est donc, ça, puisqu'on est probabiliste, systématiquement, on est probabiliste. Si on refait la mesure, on est donc amené à introduire des notions de valeur moyenne. On va la noter A, et d'écart ou bien de largeur delta A. C'est l'écart par rapport à la valeur moyenne. C'est l'écart par rapport à la valeur moyenne. Ça, c'est la valeur moyenne, c'est la valeur la plus probable. Et delta A, c'est tout simplement l'écart ou bien l'erreur par rapport à la valeur moyenne. Je vous rappelle, c'est le fait d'être probabiliste. Le fait d'être probabiliste conduit systématiquement donc à avoir, lorsqu'on refait l'expérience plusieurs fois dans les mêmes conditions, on ne va pas obtenir toujours la même valeur, puisqu'on est probabiliste, on obtient ce qu'on appelle une distribution, une répartition de valeurs, et on est donc obligé de parler de la valeur moyenne et de l'écart, ou bien ce qu'on appelle la largeur. Bien. C'est le fait d'être probabiliste. Je le rappelle encore une fois, la physique quantique, les fondements, ce sont les 6 postulats. À partir de là, on est en train juste d'exploiter, d'interpréter quelles sont les conséquences de ces 6 postulats. Quelles sont les conséquences sur le système? Tout le cours qui va suivre, il est basé sur... Bien. Alors, donc ici, on va donc parler de valeur moyenne. Quelle est la valeur moyenne, par exemple, hein? Je dis tout simplement, vous avez déjà fait la valeur moyenne d'un courant continu. Dans un courant continu, l'intensité d'un courant continu, c'est 1 sur T, l'intégrale de I de T dt, 0 jusqu'à T. Ça, c'est la valeur moyenne. Alors ça, c'est la même chose quand vous avez une fonction ici, f de x, quel qu'il soit. Hein, vous avez une fonction ici, f de x, en fonction de x.
et on vous dit de calculer la valeur moyenne. Oui. On vous dit de calculer la valeur moyenne. Ou bien, tout simplement la même chose ici, quand on vous dit, par exemple, vous êtes dans un amphi, il y a plusieurs étudiants, quel est l'âge moyen des étudiants? Quel est l'âge moyen des étudiants? Alors on va prendre les âges, on va multiplier par le nombre d'étudiants. Chaque étudiant, ceux qui ont 18 ans, ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 20 ans, et on divise par le nombre d'étudiants. Ça, c'est la définition de la valeur moyenne. Alors, par définition de la valeur moyenne, donc ça c'est P de AN ici, ça c'est P de AN. Alors P de AN et ça c'est AN. Alors par définition de la valeur moyenne, or, par définition de la valeur moyenne, la valeur moyenne, vous avez donc A, c'est tout simplement somme sur A de N, P de AN, sur somme sur P de AN. Et ici, si vous prenez une fonction ici f de x, la valeur moyenne de x, hein, vous avez x, la valeur moyenne de x, c'est l'intégrale de x, f de x, sur l'intégrale de f de x. Voilà, hein, ça c'est la valeur moyenne mathématique. C'est ce que j'ai écrit ici. Or, P de AN, ici, P de AN, à quoi est égal P de AN? Or, P de AN, c'est donc UN fois psi module au carré. C'est donc psi fois UN fois psi. Vous avez A, hein, quand vous avez C au carré, c'est C étoile fois C. C'est C étoile fois C. Et C étoile, c'est l'inverse. Ici, j'inverse. Et donc ça, si je mets somme sur P de AN, est égal à somme sur psi UN fois psi. Et ça, je n'ai pas de craie de couleur, alors je cherche la craie en couleur. Et on n'a pas. Je vais chercher la craie en couleur. Or, c'est égal à 1. Or, somme sur UN est égal à 1, c'est la relation de fermeture. Et par conséquent, nous allons avoir ici, finalement, donc P de AN, somme sur toutes les probabilités, hein, est égal à psi, égal à 1, si psi est normé. Voilà, ça c'est donc P de AN. D'autre part, donc maintenant, la même chose ici. Alors, comme vous avez ici, alors vous avez A de UNI. A de UN égale à AN de UN. Si je prends le bras associé, c'est donc UN fois A plus est égal à AN fois UN. Pardon. Comme A est inobservable, donc A égale A plus, les valeurs propres sont réelles. Et dans ces conditions, vous allez avoir donc A de UN, donc P de AN, c'est AN, UN psi UN fois UN psi est égal à psi UN A de UN fois psi fois UN fois psi. Ça, on le connaît, AN fois psi, c'est A1 UN. Ça, c'est tout simplement donc psi A, psi UN, psi A, UN fois psi, d'où somme sur A de N, P de AN est égal donc à somme sur N de psi UN psi A fois psi. La même chose que tout à l'heure, ça c'est la relation de fermeture et ça donne, donc c'est psi A psi. Ce qu'il faut retenir donc ici, la valeur moyenne dans un état psi, c'est psi A psi sur psi. Ça, c'est donc la valeur moyenne de l'observable A.
Maintenant, nous allons parler de l'écart. Nous allons parler de l'écart. Nous allons parler de l'écart. Alors en principe, donc l'écart, donc ici, en principe, je viens d'effacer la courbe, c'est pas grave. Bon, alors en principe, l'écart, c'est donc, quand vous avez une courbe de cette façon, ici, par exemple, hein, ça c'est A, ça c'est la valeur moyenne de A, et ça c'est, donc, si je mesure et je tombe ici, l'écart ici, delta A, ça sera tout simplement, c'est A, ça c'est A moins A. Ça c'est l'erreur hein, que vous commettez par rapport à la valeur moyenne, ça c'est A. Alors, si je prends la valeur moyenne de tout, comme il y a autant de positifs que de négatifs, alors si je prends la valeur moyenne, ben, ça donne A, moins A, ça donne 0. Et donc ça n'a pas de sens. Alors l'écart, on définit l'écart quadratique moyen, quadratique moyen. Alors on va pas, c'est tout simplement delta A par, c'est la racine carrée de A moins A au carré, et on prend la valeur moyenne. Et ensuite on prend la racine. Attention, ce n'est pas la racine du carré. Hein. Je prends l'écart A moins la valeur moyenne, je le prends au carré, je prends la valeur moyenne et ensuite je fais. Alors un petit calcul que vous avez dans le polycope, et ça donne la chose suivante. Ça c'est racine de A au carré moins A module au carré. Voilà, ça c'est donc la valeur moyenne, l'écart quadratique moyen. C'est donc ça. Alors, je répète, donc, là, il y a les 6 postulats de la physique quantique qu'il faut absolument connaître par cœur, au bout des doigts, sans réfléchir, quel est le premier, le deuxième, le troisième, etc. Et qu'est-ce qu'ils donnent. Maintenant, on est en train de faire l'interprétation. La première, c'était 2 quêtes proportionnelles représentent le même état physique puisqu'on obtient les mêmes probabilités. Et secondo, puisqu'il y a les mesures sont probabilistes, on est amené à parler d'une valeur moyenne que nous avons trouvée est égale donc à psi sur psi, et d'un écart quadratique moyen qui est égal à sous cette forme. Eh bien, je vous remercie.